je lance un appel à votre générosité. Faites ce geste pour que TV Liberté vous libère de vos chaînes. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Samedi Politique. Armes et munitions, financement, instructeurs et maintenant Mirage 2000. La France est-elle véritablement en guerre contre la Russie? Alors le président français le réfute. Prudence rhétorique, ambiguïté stratégique ou inconscience diplomatique, c'est ce que nous allons voir dans un instant. Mais avant, comme chaque semaine, je vous le rappelle, je compte éminemment sur vous pour le succès de cette émission. Aussi, pensez à cliquer sur le pouce en l'air, ça ne prend que quelques secondes. Laissez vos commentaires juste en bas, faites vos propositions, vos suggestions. Et puis bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne de TV Liberté ou réabonnez-vous parce que YouTube parfois est un peu joueur. On se retrouve tout de suite, c'est parti. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Caroline Galacteros. Bonjour madame. Bonjour Élise. Merci beaucoup d'être avec moi à nouveau, d'avoir accepté le rendez-vous. Vous êtes docteur en sciences politiques, géopolitologue, présidente du think tank Géopragma. Et je précise également qu'on peut vous retrouver chaque semaine sur votre chaîne YouTube, Paix et Guerre, qui a de plus en plus d'abonnés. J'ai pas fait le compte, mais c'est pas mal. Oui, mais c'est un beau succès. Je suis contente. Ouais. Nous sommes vendredi, Caroline Galacteros. Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, encore que nous reviendrons sur le thème de président ukrainien, s'est exprimé à l'Assemblée nationale française il y a quelques instants. Revenons peut-être d'abord sur l'intervention présidentielle d'Emmanuel Macron jeudi soir. Beaucoup de commentateurs allaient jusqu'à craindre l'annonce d'une guerre ouverte contre la Russie. Est-ce que cette intervention vous a rassuré ? Non. Non. Je pense qu'on est sur un chemin extrêmement dangereux. On continue, on remet chaque fois, j'allais dire, une pièce dans le jukebox. Là, maintenant, c'est des mirages. D'ailleurs, le porte-parole du Kremlin a clairement dit ce que lui évoquait l'intervention présidentielle française. C'est-à-dire que la France se met en situation de faire une guerre directe à la Russie. Voilà, bon. Ça a le mérite d'être clair. La question maintenant, c'est pourquoi ? D'abord, pourquoi ? Parce que, quand même, le sujet de fond, c'est qu'on nous rebat les oreilles et on cherche à nous laver le cerveau sur le thème de la Russie menace l'Europe. Et si l'Ukraine ne gagnait pas, ce qui est impossible, eh bien, la Russie s'attaquerait à l'Europe, chose que démente sur tous les tons, sur tous les canaux possibles et imaginables, tous les responsables russes depuis des mois, tellement c'est absurde, hein, s'attaquer à l'Europe et s'attaquer à l'OTAN. Enfin, bon, voilà, c'est, je sais plus les derniers mots employés par Vladimir Poutine à ce sujet, mais enfin, en gros, il nous a traités vraiment de pur délirant, si vous voulez. Mais on continue dans le délire, et c'est très grave. C'est très très grave parce qu'on est en train de construire une posture d'hostilité durable pour justifier en fait un certain nombre de mesures d'ampleur, y compris au niveau de la planification OTAN, comme ça vient d'être révélé il y a quelques jours. Tout ça pour finalement nourrir, perpétuer, faire durer ce conflit dont on se demande en quoi il peut bien concerner, à vrai dire, la France directement, au point d'aller maintenant imaginer envoyer des Mirage 2000-5, enfin, pour aller refaire la défense antiaérienne ukrainienne. Enfin, mais qu'est-ce qu'on veut ? C'est-à-dire, on est en train vraiment de rendre toute désescalade de plus en plus difficile, de prendre des risques de plus en plus importants. On rate toutes les occasions. Il y en a eu une hier qui a été clairement manquée, c'était le 6 juin, hein, voilà. C'est quand même ahurissant qu'il n'y ait pas eu de représentant russe, évidemment pas Vladimir Poutine, puisqu'on lui a carrément mis un mandat de la CPI sur le dos. Mais au moins, c'est inconcevable, on réécrit l'histoire.
On est en train de réécrire l'histoire. Et quand on a une occasion, et là on en a deux, on a les Jeux Olympiques qui arrivent et on avait le 6 juin, au lieu de saisir finalement la chance, le fait que ça se passe en France, et de se poser d'un seul coup, de dire, bon, on a de prendre de la hauteur, quoi, de faire comme un mirage, mais là, voilà, on n'a pas besoin de tirer, vous voyez. On prend de la hauteur, on regarde les choses et on dit, bon, on a réfléchi. Voilà. Il faut maintenant revenir, retomber sur terre, atterrir, si j'ose dire, pour filer la métaphore, et commencer à parler de paix et de négociations sérieuses et pas de l'espèce de mascarade qui va avoir lieu dans quelques jours en Suisse. Ce que je vous propose, c'est de reprendre le fil depuis le début et de réécouter précisément le président français. En plus, les téléspectateurs adorent écouter Emmanuel Macron. On l'écoute. Est-ce que la France va franchir un pas en qualité, en quantité, en nature dans l'aide fournie à l'Ukraine? Oui. D'abord, nous avons toujours la même philosophie. Nous aidons les Ukrainiens à résister, mais nous ne voulons pas l'escalade de la guerre et en aucun cas nous ne sommes en guerre contre la Russie et son peuple. Demain, nous allons lancer une nouvelle coopération et annoncer la cession de Mirage 2000-5, qui sont des avions de combat français, qui permettront à l'Ukraine de protéger son sol, son espace aérien. Et donc, dès demain, nous allons lancer un programme de formation des pilotes. Alors, ce qui est fabuleux, c'est que, contrairement à vos explications, pour Emmanuel Macron, ce n'est pas, je cite, escalatoire. Non, mais... Enfin, bon, voilà, on doit le respect institutionnel au président de la République, mais là, on est dans un... C'est même plus de l'exacerbation ou de la... On est tout à fait dans un processus escalatoire. On est tout le temps en train de dire la Russie menace, la Russie menace nucléairement, etc. Mais la Russie, elle répond à tout ce qui est fait. Faut quand même remettre les choses un peu dans le bon sens, premièrement, et deuxièmement, bien sûr, et quand le président dit « mais nous ne sommes pas en guerre contre la Russie », mais c'est en train de devenir véritablement le cas. Pourquoi est-ce qu'on fait ce type de geste au lieu, au contraire, d'être la puissance nucléaire au Conseil de sécurité des Nations Unies qui prend un peu de hauteur et qui dit « maintenant, nous sommes arrivés à un niveau de menace, de danger très important. La sécurité en Europe doit être construite et il faut donc revenir, il faut cesser cette rhétorique complètement belliciste, complètement guerrière. On ne va pas s'en sortir, hein. On ne va pas s'en sortir. Alors, bien sûr, ça fait le jeu des Américains, ok, pour l'instant, très bien. Ça fait le jeu, bien sûr, des Ukrainiens, qui sont là à attendre la sébille, voilà. Enfin, des Ukrainiens, je parle du pouvoir. Fond, hein. Je parle du pouvoir ukrainien, naturellement. La population qui, elle, est envoyée à la mort, celle-là, mais ça, on s'en a... Si vous voulez, on est, pour moi, on est dans une... C'est très grave moralement. On est dans une inversion morale complète. On a les valeurs plein la bouche, comme d'habitude. Nous défendons nos valeurs, nous défendons ce qui nous est cher. J'ai entendu j'ai vu la déclaration de notre chef d'état-major de l'armée de terre. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui nous est cher, exactement? C'est-à-dire, on s'est basé, on a lancé cette guerre. Vladimir Poutine, certes, a envahi l'Ukraine, mais c'était la fin d'un processus. On fait comme si ça avait commencé un jour, le jour où lui a mis un pied en Ukraine, ce qu'il n'aurait pas dû faire, on est d'accord, mais avait-il le choix? Comment? Bon, j'ai expliqué ça 50 000 fois. Oui, bien sûr. Voilà. Et maintenant, on installe une vision de ce conflit qui est complètement fausse, d'un bout à l'autre, sur la nature du régime ukrainien, sur la réalité de la situation militaire, sur les pertes, sur les perspectives, et je ne parle même pas du reste du monde, c'est-à-dire on est en train de tout rater pendant ce temps. En ce moment, il y a le Forum international de Saint-Pétersbourg, économique international de Saint-Pétersbourg. C'est pas une petite réunion de campagne, hein. C'est un truc où vous avez l'économie mondiale qui est là, y compris tous ceux qui prétendent, y compris les Américains d'ailleurs, bien sûr, qui sont là en nombre. Donc, si vous voulez, il n'y a que l'Europe qui se voit comme un petit îlot, c'est-à-dire on est devenu l'Angleterre. L'UE, on essaie d'expliquer qu'on est un petit bout, une petite île, n'est-ce pas, et qu'on n'a plus rien à voir avec l'Eurasie.
On se coupe de notre propre continent. Tout ça pour ne pas perdre la face, n'est-ce pas ? J'aimerais qu'on s'arrête une seconde sur le caractère de cette annonce de Mirage 2000-5, parce qu'en plus d'être une annonce qui met de l'huile sur le feu, comme vous venez de nous l'expliquer, on a le sentiment que c'est une annonce qui n'aura pas véritablement d'incidence sur le front ukrainien. Et pour expliquer cela, je voudrais qu'on écoute Bastien Lachaud, une fois n'est pas coutume, c'est un député insoumis. Ce n'est pas opérant pour les Ukrainiens. Ah bon ? Non. Comment ça ? Déjà, pour former un pilote, au bout de 6 mois, il sait piloter l'avion. Si on veut qu'il soit opérationnel au combat, c'est 3 à 4 ans. Ce que le ministre Lecornu nous a dit en commission de la Défense nationale et des Forces armées de l'Assemblée nationale en février. Et il nous a dit, le MCO, le maintien en condition opérationnelle des avions, et notamment des Mirages, est tellement complexe que cela serait quasiment pénalisant pour l'armée ukrainienne. Donc c'est une ligne qui a été franchie avec la décision du président de la République. Et d'ailleurs, les Suédois, qui avaient proposé d'envoyer leur avion Gripen aux Ukrainiens, ont dit non, on ne le fait pas, parce que ça va complexifier votre chaîne d'approvisionnement et il vaut mieux favoriser l'envoi des F-16. Alors je trouve que ces déclarations sont très intéressantes parce qu'en plus d'être incandescentes, ces déclarations sont des coups de communication. Oui, mais le problème, c'est que, effectivement, du côté occidental, on est très largement dans la com'. C'est-à-dire dans la pensée magique, bon voilà, on parle, on se dit que ça va exister parce qu'on en parle, on déclare quelque chose et pouf, ça va se passer sur le terrain, ça va changer. Bon. Donc on se trompe bien sûr de destinataire de nos déclarations, on essaie de faire les malins en quelque sorte, sur des sujets extrêmement graves. Donc oui, il y a une dimension de com' complète, mais en même temps, ça a aussi une dimension réelle de durcissement de la situation générale. Donc c'est double peine, quoi. Absolument. C'est double peine. Non seulement, effectivement, c'est pas d'aller mettre des Mirage 2000 qui va changer quelque chose, ni même des F-16, d'ailleurs, ça reste à prouver. En revanche, c'est comment dirais-je ? De mon point de vue, tout ça, bon, ça correspond bien sûr à la vision française ou du président sur ce que doit faire la France, le rôle qu'elle peut prendre, etc. Bon, là, moi, je suis clairement absolument pas d'accord. Je pense qu'on devrait prendre un rôle d'une toute autre ampleur que de simplement être le premier de cordée dans une longue dérive vers la guerre. Bon. Mais c'est aussi une manière de renforcer et de pousser, dans une Europe qui n'est plus tellement d'accord, hein, parce qu'il y en a quelques autres qui sont plus prudents, de pousser à mettre en œuvre finalement les accords bilatéraux de sécurité dont je crois j'étais venue parler ici, qui ont été signés entre l'Ukraine et un certain nombre de pays de l'UE et de l'OTAN, et qui permettent en fait, dans un premier temps, de pouvoir engager des troupes de pays de l'OTAN sur le territoire ukrainien contre la Russie, sans impliquer toute l'Alliance, dont on vient d'apprendre qu'elle est elle-même en train de planifier une guerre générale face à la Russie, mais qu'évidemment, ça va prendre du temps. La planification militaire, ça prend du temps, même si elle a sans doute déjà commencé. Oui. Bon. Enfin, l'histoire des 5 corridors, etc., enfin, c'est un délire pur. C'est-à-dire, on est en train d'imaginer comment on va faire pour revenir un demi-siècle en arrière, pour faire sombrer l'économie européenne définitivement. Enfin, on ne se rend plus compte de ce qu'est la guerre. Je crains qu'on ne se rende plus compte de ce qu'est la guerre, surtout face à une puissance comme la Russie, parce que nous, on a des armées, bon, nous, j'en parle même pas, mais même les Américains, on a des armées hyper technologiques, mais qui ne sont plus du tout habitués à faire la guerre face à un ennemi de ce type. Aux guerres conventionnelles. Aux vraies guerres conventionnelles, de grande ampleur, très lourdes, etc. Et puis surtout face à des adversaires qui sont à parité, voire en supériorité sur un certain nombre de sujets. Je parle de la guerre électronique, je parle bien sûr des armes hypersoniques, etc., etc. Donc là aussi, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas dites. Les attaques qui ont été faites par les Ukrainiens récemment, mais sur aide et large de l'OTAN sur les radars nucléaires d'alerte précoce russes, et les représailles qui ont eu lieu
près de Lvov il y a quelques jours et qui ont fait de très gros dégâts humains, concrets, sur les structures, mais aussi sur les hommes. Tout ça, c'est très grave. Mais on n'en parle pas. On n'en parle pas. Il y a 2-3 personnes en France qui osent révéler ce genre de choses. Pour rappeler peut-être la première attaque qui a eu lieu sur le territoire russe, donc c'était contre des radars qui sont ni plus ni moins des protections contre une attaque nucléaire. Oui, c'est le système. Oui, pardon, c'est le système de défense. Il y en a 10. C'est le système russe de bouclier, si vous voulez, d'alerte précoce. Anti-missiles nucléaires ou balistiques ou intercontinentaux américains, en fait. Sauf que c'est une tentative d'aveugler, en fait, la Russie via l'Ukraine. C'est comme si on attaquait le dôme de fer israélien, quoi. Oui, c'est un faux drapeau. Voilà, donc on fait agir les Ukrainiens. Bon. Donc on les fait agir. Et les radars qui ont été tapés, c'est des radars qui regardaient vers le sud, donc vers le Moyen-Orient, et notamment vers l'Iran, qui est l'allié de la Russie, et vers Bahreïn, où il y a quand même non seulement une base US, mais la 5e flotte, etc., etc. Donc ça dépasse très largement le sujet de l'Ukraine, et même de la Crimée, puisqu'effectivement ça balayait aussi la Crimée. Mais ça, c'est quasiment des actes de guerre. Donc on est en train de planifier sur le long terme, une guerre interminable face à la Russie, dont on n'a aucune idée de comment elle peut bien tourner, qui signerait, à mon avis, le désastre économique et politique pour les Européens. Bien sûr, les Américains, c'est une autre affaire, comme d'habitude, sont loin. Eux, ils sont dans une véritable île, c'est autre chose. Voilà, nous, on est quand même beaucoup plus près. Voilà, et les quelques Européens qui osent le dire... C'est d'ailleurs l'argument que fait valoir Emmanuel Macron, c'est à 1500 km. Oui, mais Emmanuel Macron... il le voit dans un sens, visiblement. Emmanuel Macron, il croit qu'il sait ce qu'il y a dans la tête de Vladimir Poutine, en dépit de tout ce qui est dit par la Russie, comme de toute façon, tout ce que dit la Russie est par définition faux. C'est pas la peine de l'écouter. Bon, déjà, ça c'est la taquilla de Vladimir Poutine. Ouais, mais non, mais c'est ça. Ils trichent, ils sont là, les ingérences, les machins, les trucs. Bon, donc on n'écoute pas, on ne sait pas, on ne veut rien savoir, on ne discute pas. C'est dramatique, on ne discute pas. On ne parle pas. Et les seuls domaines où on devrait avoir l'intelligence de conserver des canaux, justement, si on avait un peu de hauteur de vue, un peu de compréhension de l'histoire et un peu de vision politique, le sport et l'art, ou la culture, si vous voulez, c'est quand même des domaines où on devrait ne pas pénaliser les athlètes russes, ne pas... la mémoire, les choses qui renvoient à quelque chose de profond, de long, de lourd dans l'histoire. Non, nous, on veut tout effacer. On veut tout recommencer et on recommence sur le thème « Ah, mais toi, t'es méchant et moi, je suis gentil. » C'est infantile, c'est grave, c'est très, très grave ce qui se passe. C'est très, très grave. Pour revenir à notre cher président de la République, donc, on le sait, jeudi, il a annoncé donc, l'envoi de Mirage, on a expliqué. Cela s'inscrit donc, dans une marche vers toujours plus de guerre, puisque la semaine précédente, il a annoncé qu'il estimait légitime qu'il y ait des instructeurs français qui se rendent sur le territoire ukrainien. Là, avec l'envoi des Mirages, on comprend... toute l'annonce, même si on peut supputer, j'imagine, que les instructeurs français étaient déjà en Ukraine. C'est un secret de polichinelle, finalement, ça. Oui. Non, mais de toute façon, le secret de polichinelle, c'est que toutes les armes un peu sérieuses qu'on donne à l'Ukraine depuis 2 ans et demi ne marchent pas toutes seules et ne marchent pas pour des Ukrainiens qui sont habitués aux armements soviétiques. Bon, donc... Bien sûr, on peut les entraîner, les former, tout ce qu'on veut. Tout ça prend beaucoup de temps. Donc il est clair qu'il y a des servants de nos armements pour tous les pays occidentaux, pas que pour la France, qui sont là-bas. Ça, c'est un secret de polichinelle. Et d'ailleurs, Père Dejon l'a dit récemment. Enfin, je veux dire, il y a un certain nombre d'experts militaires qui l'ont dit. Bon. Donc, mais c'est possiblement des sociétés privées, par exemple. Je ne sais pas si c'est Pierre Dejon qui le dit. Non, pas forcément. Non, mais il y a plein de moyens. On peut dézinguer les officiers, on peut en faire des mercenaires, on peut en faire des contractors, comme disent les Américains. On peut effectivement, avec des SMP, on peut faire tout un tas de choses si on veut envoyer des gens. Bon.
Donc, il y a cette réalité que, naturellement, la Russie comprend et connaît très bien, et sur laquelle elle a été jusqu'à présent extrêmement, à part une ou deux fois où il y a eu des frappes, quand même, pour dire on sait ce qui se passe. Voilà, on a laissé faire. C'est-à-dire, la Russie a, je crois, éliminé énormément comment dirais-je, de 10 mercenaires occidentaux, plusieurs milliers, si j'ai bien compris. Mais voilà, sur les soldats. Mais dès qu'on a commencé à dire, finalement, le début de l'escalade actuelle, dont la planification de l'OTAN est le dernier bout, on s'imagine qu'on va faire peur aux Russes, qui, depuis 1 an et demi déjà, disent on ne veut pas faire la guerre à l'OTAN, mais enfin... Si vraiment vous y tenez, ben on va la faire. Nous, on se prépare. On se prépare à tout. Ils ont compris que c'était... Ils ont compris, je pense, peut-être pas au tout début de l'opération militaire spéciale, mais ils ont compris que la guerre était une guerre contre l'OTAN maintenant, contre les États-Unis, contre l'OTAN, contre l'Europe. Voilà, l'Ukraine n'est pas... Quand vous dites qu'ils ne l'ont pas compris au début, c'est pas en 2022, c'est en 2014. Peut-être qu'ils n'en ont pas compris. En 2022, ils avaient compris. Je ne suis pas sûre. Je pense qu'au début, le dimensionnement de l'opération militaire spéciale, qui était très petit, laisse penser, enfin en tout cas me laisse penser, que l'idée était plutôt... Enfin, ils s'imaginaient... ils se sont trompés sur la manière dont ils seraient accueillis, bon, ça c'est clair, mais ils s'imaginaient qu'ils allaient pouvoir, et d'ailleurs c'était en cours, s'il n'y avait pas eu Johnson et les autres, pour remettre déjà une première pièce dans le jukebox, ils se sont imaginés qu'ils allaient rapidement dire à Zelensky, on se calme, on reneutralise l'Ukraine, ce qui est leur sujet premier, reneutraliser l'Ukraine. On n'a qu'à comprendre ça. Pourquoi est-ce qu'on ne veut pas ça? Pourquoi est-ce qu'on veut coller l'OTAN aux frontières de la Russie? C'est quand même... C'est quand même... voilà, ça c'est une agression. Ça, c'est une posture, une action offensive. Donc, on ne peut pas non plus s'étonner de ce qui se passe. Et là, ils sont en train de dire, on va continuer notre zone. D'ailleurs, il y a eu un plan là, indonésien qui a été refusé par Zelensky. C'était sur le thème, il y aura une zone démilitarisée entre la partie russe de l'Ukraine, c'est-à-dire les 4 oblasts. Ça, on peut toujours courir pour qu'ils les rendent. Il faut juste s'en rendre compte, parce qu'on perd du temps. Et puis, il y aura 15 kilomètres, et puis de l'autre côté, il y aura l'Ukraine, résiduelle. Voilà. Sauf que plus on attend, plus la partie russe, prise par la Russie, augmente. Donc, même si chacun après se retire un peu, la partie résiduelle qui reviendra à la Russie sera plus importante. Donc, qu'est-ce qu'on attend? Voilà. Alors justement, au sujet de ligne rouge, parce qu'on a beaucoup parlé de ligne rouge, il y a également celle qui a été franchie il y a quelques jours, celle d'autoriser les frappes en profondeur, on dit, ça veut dire sur le territoire russe, avec les armes occidentales. Et là, j'aimerais vous faire regarder 3 petits extraits, pas uniquement d'Emmanuel Macron, mais aussi de Stoltenberg. On l'écoute. La France a toujours le même cadre d'action en Ukraine. Nous soutenons l'Ukraine pour résister et défendre son territoire, et nous ne voulons pas d'escalade. C'est le même cadre dans lequel nous voulons intervenir. Ce qui a changé, c'est que la Russie a un peu adapté ses pratiques. Plusieurs d'entre vous, dont un bon journal du soir en France, ont sorti cette carte, qui est très juste, mais qui vous montre le sol ukrainien, oui, est attaqué, de fait, depuis des bases, et qui sont en Russie. Alors comment on explique aux Ukrainiens qu'il va falloir protéger ces villes, et au fond tout ce qu'on voit en ce moment autour de Kharkiv, si on leur dit vous n'avez pas le droit d'atteindre le point d'où sont tirés les missiles? En fait, on leur dit on vous livre des armes, mais vous ne pouvez pas vous défendre. Donc nous, on reste exactement dans le même cadre. On pense qu'on doit leur permettre de neutraliser les sites militaires d'où sont tirés les missiles, et au fond les sites militaires depuis lesquels l'Ukraine est agressée. Mais on ne doit pas permettre de toucher d'autres cibles en Russie, et évidemment des capacités civiles ou d'autres cibles militaires. Quand c'est depuis des cibles identifiées en Russie que l'Ukraine est agressée, eh bien je pense qu'on doit pouvoir leur permettre de le faire si on veut véritablement retenir notre objectif. Et je crois pouvoir dire que factuellement, nous ne sommes pas escalatoires en faisant cela, puisque c'est la Russie qui s'organise de cette façon.
Je pense que le moment est venu pour les alliés de l'OTAN d'envisager de lever certaines des restrictions imposées à l'utilisation des armes qu'ils ont données à l'Ukraine. En particulier maintenant que de nombreux combats se déroulent à Kharkiv, près de la frontière. Refuser à l'Ukraine la possibilité d'utiliser ses armes contre des cibles militaires légitimes sur le territoire russe rendrait sa défense très difficile. Ce ne sont pas des militaires ukrainiens qui se préparent, mais des représentants des pays de l'OTAN. Mais voilà, ces représentants des pays de l'OTAN, en particulier en Europe, en particulier dans les petits pays, ils devraient être au moins conscients de ce qu'ils jouent. Ils doivent garder à l'esprit qu'il s'agit généralement d'un petit pays avec une population très dense. Et c'est un facteur qu'ils doivent garder à l'esprit avant de parler de frapper au plus profond du territoire russe. Alors, ce qui est très intéressant sur ces passages, qui datent donc d'une dizaine de jours, c'est qu'on voit qu'il y a un alignement parfait entre Jens Stoltenberg, le patron de l'OTAN, et Emmanuel Macron. Mais à l'époque, Joe Biden avait dit nous, on n'est pas du tout d'accord pour que les armes occidentales puissent servir à frapper la Russie. Ce qui a changé. Comment expliquez-vous que la position américaine ait changé? Est-ce que, finalement, Emmanuel Macron arrive à faire changer les Américains d'avis? Ah non, ça marche pas comme ça. Non, c'est que la marge de manœuvre des Américains se réduit. Comme eux, ils sont aussi dans une mono, ils savent pas s'arrêter, ils savent pas faire marche arrière, ils ne veulent pas parler, ils ne veulent pas discuter, ils veulent continuer à affaiblir la Russie, etc., etc. Or, il est clair que militairement, ça ne marche pas du tout comme on l'avait anticipé. Et même comme on le souhaitait il y a encore 6-8 mois. C'est un désastre militaire ce qui se passe. Bon, donc, je suis désolée, mais c'est comme ça, il faut quand même l'admettre. Donc, que peuvent faire les Américains? Ils continuent, mais ils font comme d'habitude, c'est-à-dire, au départ, il y avait tout un tas de lignes rouges, on les a toutes franchies, nos propres lignes rouges. On a dit, non, on n'en verra pas ci, on n'en verra pas ça. Puis chaque fois, hop, on grignote, on fait des petits... Mais toujours parce qu'évidemment, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Mais non, parce que forcément, au départ, déjà, on n'imagine pas que le choix, ça pourrait être juste d'ouvrir la bouche pour dire autre chose que des conneries et pour commencer à parler de paix, à dire on arrête les frais, on arrête le massacre. On veut protéger nos valeurs, mais nos valeurs, c'est pas de faire mourir des dizaines et des dizaines et des dizaines de milliers d'Ukrainiens juste pour rien. Nos valeurs, c'est de préserver la sécurité en Europe. Ah, parce que nos alliés européens sont vraiment nos alliés, ne sont pas juste nos esclaves. Voilà, ils ne sont pas juste là pour faire ce qu'on leur demande. Donc, on est dans un truc, si vous voulez, c'est à la fois infantile, comme je l'ai dit, c'est à la fois extraordinairement présomptueux, c'est bon, et c'est basé sur une ignorance, crasse, sans doute, mais aussi de laquelle on s'accommode volontiers. On est très content finalement de ne rien comprendre, de ne pas vouloir voir d'où vient ce conflit, de ne pas vouloir voir ce qu'on a fait pour que ça arrive, de ne pas vouloir voir comment dans l'histoire ça s'est organisé, de ne pas vouloir voir comment on pourrait encore aujourd'hui le restaurer, de ne pas vouloir écouter les Chinois qui proposent quelque chose, de ne pas vouloir écouter les Indonésiens qui proposent quelque chose, de ne pas vouloir écouter... Je veux dire, on est dans une phase complètement autistique. Mais est-ce qu'on n'a pas l'impression qu'on assiste finalement à un Occident qui, malgré sa puissance et son extension, complètement recroquevillé sur lui-même, enfin des élites occidentales d'ailleurs plus exactement. Ça, les peuples, malheureusement, on leur demande pas leur avis. Mais pourtant, c'est eux qui y vont, hein, évidemment. Oui, à la fin, oui, ou qui payent, au moins, à minima. Et si c'est une fin dramatique, oui, mais bon, il faut, voilà. En revanche, nos élites... Avant. Comment? D'abord, ils payent, et puis après, ils meurent. Oui, c'est ça. Oui. Non, mais sans... si vous voulez, on a une... Je le redis chaque fois, mais c'est tellement important. On a une totale, un décollage, en fait, des élites occidentales du réel, puisque le réel ne correspond plus du tout à ce qu'elles en attendaient ou à ce qu'il pouvait leur sembler être il y a encore 10-15 ans.
Donc l'Occident, il est en déclin, il est en recul. Et au lieu de se faire au nouvel ordre du monde et de chercher sa place là-dedans, qui peut être énorme, qui peut être éminente, eh bien, on n'a que cette posture d'hostilité, de refus, en fait, de ce qui ne nous convient pas. On n'est pas habitué à pas commander, voyez, on n'est pas habitué à ne pas commander. Mais c'est comme ça maintenant, on commande plus. Voilà. Donc, on va écouter, si vous voulez bien, Vladimir Poutine. Vous parliez tout à l'heure de cette réunion économique importante à Saint-Pétersbourg. Voilà ce qu'il y a déclaré. Quelqu'un a imaginé que la Russie voulait attaquer l'OTAN. Êtes-vous devenu complètement fou, têtu comme des mules? Qui a inventé cette absurdité, cette connerie? Mais ce serait absurde s'il n'y avait pas derrière l'idée de tromper leur propre population en disant que bientôt la Russie va attaquer et qu'il faut d'urgence s'armer, d'urgence envoyer des armes à l'Ukraine. À quoi cela sert-il vraiment? À maintenir leur propre position impériale et leur grandeur. Voilà à quoi. C'est à cela que servent les menaces et les discours alarmistes en Allemagne, en France et dans d'autres parties de l'Europe. Voilà à quoi ça sert. Cette menace n'existe pas et ne peut pas exister. Nous nous défendons en Ukraine. Ce qui ressort quand même, c'est qu'il est un peu agacé. Oui. Oui, non, mais il en a assez de notre stupidité. Je pense que c'est très fatigant. Et c'est ça le problème. Et c'est là-dessus qu'on joue. Parce que je pense que s'il y a une erreur de Vladimir Poutine, c'est celle d'avoir longtemps surestimé ses counterparts. Enfin, ses partenaires, enfin, ses soi-disant partenaires, les putatifs partenaires européens de discours, de dialogue et même d'hostilité, de combat, de rivalité. C'est-à-dire, je pense que ça fait longtemps, et on a tous remarqué que la stratégie russe militaire, et les tactiques d'ailleurs qui vont avec, en Ukraine, sont lentes. C'est une lente guerre d'attrition. Donc, la Russie est très très loin de faire tout ce qu'elle pourrait faire, bien sûr, militairement en Ukraine. Elle se retient. Elle se retient d'abord parce qu'elle ne considère pas le peuple ukrainien comme un peuple coupable. Bon, elle fait une véritable différence comme un peuple complètement frère. Et c'est le cas. Donc, mais je pense que ça fait très longtemps, ça fait au moins, je sais pas, peut-être 1 an et demi, maintenant que Poutine attend que ça grimpe au cerveau, que ça connecte un peu là-haut, là, qu'on comprenne l'ampleur des risques. Donc il dit, il prévient, il redit, il reprévient, mais bon, on ne veut pas l'écouter parce que tout ce qu'il dit est forcément horrible, c'est Satan, donc bon, ok. Et donc on est dans un monologue avec nous-mêmes. Et lui, il commence, effectivement, la moutarde commence à lui monter au nez. Parce qu'il ne faut pas oublier, et ça aussi je le dis et je le redis, que ce n'est pas loin de là, c'est un politique. Ce n'est pas le pire et le plus radical des dirigeants quand on entend russes. Notamment Piotr Tolstoï, qui est un peu plus virulent. Medvedev. Oui, Medvedev. Non mais, donc, si vous voulez, il faudrait quand même qu'à un moment donné, la raison revienne. Donc je pense, oui, il en a assez, là, l'histoire de la Russie qui menace l'OTAN maintenant, menace l'Europe, qui menace l'OTAN, qui veut envahir, tout ça. Il l'a dit, il n'y a aucun intérêt militaire, politique, économique, diplomatique, idéologique, stratégique. Bon, il a décliné tout le truc et il a dit... C'est pas réaliste en plus. C'est absolument pas réaliste. D'abord, ils n'en ont pas les moyens. Voilà, tout simplement. Donc, quelle est notre idée à nous ? Est-ce qu'on veut vraiment manger la Russie ? C'est ça l'idée ? C'est Régis Le Sommier aussi et Éric Dénessé qui soulignaient qu'il y avait un moment, il fallait peut-être être cohérent aussi, parce que soit ils faisaient des armes avec des machines à laver et des tire-laits, soit ils veulent envahir l'Europe jusqu'à Brest. Oui, non, mais nous, on n'est pas à l'abri, on n'est pas à une incohérence près. Nous, on raconte tout et n'importe quoi. Et je pense d'ailleurs que les gens, les populations... qui sont loin d'être idiotes, et beaucoup moins que ne le pensent ceux qui nous dirigent, ont quand même un bon sens qui se réveille maintenant. C'est-à-dire, on se rend compte de notre folie. La folie, elle est de notre côté. Elle est de notre côté.
En tous les cas, ce dont on semble se rendre compte, c'est qu'on n'a pas forcément envie d'aller envoyer nos hommes en Ukraine. Mais non. Mais qu'est-ce qu'ils... Mais ils ont dit, ils ont prévenu, il faut écouter. Ils ne sont pas dans la pensée magique, les Russes. Quand ils disent un truc, ils vont le faire. Donc, s'ils disent, si vous envoyez des mecs, si on les voit, c'est des cibles légitimes pour la Russie, c'est des cibles légitimes pour la Russie. Voilà, ça veut dire que s'ils sont à côté d'Ukrainiens, à côté en train d'aider les Ukrainiens, etc., oui, on considère que la co-belligérance, elle est nette, elle est claire. On peut trouver des arguties, on peut faire de la casuistique, on peut expliquer, ah mais non, pas là, peut-être un peu. Ok, très bien. Mais à la fin, il y a des soldats français ou britanniques ou de plein de pays. C'est ce qui s'est passé dans la frappe là, en riposte de l'attaque sur les radars. Hein. Il y avait des Tchèques, des Espagnols, des Américains, enfin bon, mais on n'en parle pas. C'est une telle humiliation. Et la Russie elle-même n'en parle pas non plus parce qu'elle ne cherche pas à remonter encore le niveau d'escalade. Mais elle est obligée tout le monde a intérêt à une certaine forme d'hypocrisie en réalité. Exactement, mais jusqu'à un certain point, jusqu'au moment où pour Moscou, ça deviendra contre-productif à l'intérieur. Ce qui est intéressant là dans ce qu'on vient d'entendre de Vladimir Poutine, et ce qui, à mon sens, est un peu nouveau, c'est qu'il évoque le mensonge des élites occidentales envers leur propre peuple. Ouais, bien sûr, mais c'est un vaste mensonge. Hein. La guerre a du bon, surtout quand on ne sait pas ce que c'est. La guerre a du bon, c'est-à-dire c'est le grand effaceur, c'est le Tipex géant, quoi. C'est le truc, hop. Toutes nos incuries, tout le maelstrom, comment dirais-je, les difficultés financières, économiques, sociales dans lesquelles on se trouve, dans lesquelles on ne voit pas de solution parce qu'on est à la fois pas capable d'être suffisamment dur et en même temps on fait toujours les mauvais choix. Enfin bon, bref, tout ça, s'il y a une guerre. Qu'est-ce qu'on fait ? On pique l'épargne des gens, on les oblige à... Mais oui, tout ça se réfléchit aussi. Donc on est en train de nous expliquer qu'il est nécessaire de faire la guerre à la Russie. Mais moi je veux qu'on m'explique pourquoi, en quoi elle menace la France. En quoi elle menace les intérêts vitaux de la France. En quoi le sort de l'Ukraine est-il vital pour la France ? Enfin, les vraies questions, quoi. Il ne suffit pas juste de dire c'est nos valeurs. Non, le pouvoir de Kiev, il ne correspond pas à nos valeurs. Hein. Les gens qui sont qui entourent, qui vérolent, à vrai dire, l'administration ukrainienne, ils ne correspondent pas du tout à nos valeurs. Il faut s'intéresser à eux un petit peu quand même, il faut voir ce que c'est. Hein. Bon, donc... Alors, justement, ça m'évoque la cérémonie de commémoration du débarquement en Normandie, à laquelle nous avons assisté le 6 juin. Ce que je vous propose, avant d'en parler, c'est de directement écouter Guillaume Bigot. Face à l'Allemagne nazie, les Américains ont perdu 185 000 hommes. C'est déjà beaucoup, c'est trop. L'Union soviétique, 21 millions d'hommes. Si vous imaginez, 21 millions, 185 000. Voilà. Donc l'absence de Vladimir Poutine, quoi qu'on pense de Vladimir Poutine, la politique de la Russie, c'est pas possible. Il valait dans ce cas mieux n'inviter personne parce que je vous annonce que le premier mort du débarquement, c'est un Français. Hein. C'est un parachutiste, c'est le caporal Bouettard. Il est mort le 5 juin 1944 et qui l'a tué ? Un SS ukrainien. Hein, parce que je peux vous assurer que les Ukrainiens étaient très nombreux dans les rangs de la SS. Donc si vous voulez, anachronisme pour anachronisme, je pense qu'il faut s'arrêter là. Je pense que c'est une courageuse c'est ce que j'allais dire. Remise à plat de Guillaume Bigot sur le plateau de CNews. C'est ce que j'allais dire. Je trouve Guillaume Bigot courageux d'avoir dit cela et d'avoir effectivement remis un tout petit peu les pendules à l'heure. Mais on est dans un tel effacement historique, dans une telle... c'est de la réécriture de l'histoire, pure et simple, quoi. Et tout ça avec des trémolos dans la voix sur, voilà, notre jeunesse, comme alors, doit être capable de nouveau de se sacrifier pour la France, et blablabla, et blablabla. Tout en nous expliquant finalement, par ailleurs, que la France, n'est-ce pas, ça n'a plus grand intérêt, que tout est à l'échelle européenne, que c'est l'Europe entière qui, une fois qu'elle sera bien mélangée, bien diluée, bien... Voilà, et que les États n'y auront plus vraiment voix au chapitre, sera certainement le bon niveau, comme on dit, le bon rang pour exister à travers le monde. Donc tout ça, c'est une suite
de mensonges, de réduction mentale. En fait, c'est très indigent, en fait. C'est très pauvre. C'est très pauvre. Et ce que dit effectivement, ce que rappelle Guillaume Bigot, oui, c'est que c'est scandaleux. Et je pense que ça, c'est quelque chose que la Russie n'oubliera pas. Et c'est une occasion manquée énorme de renverser la table et de renverser la vapeur. À plus forte raison que, si je ne m'abuse, à la réinvestiture de Vladimir Poutine, Emmanuel Macron avait fait le choix d'envoyer l'ambassadeur. Oui, l'ambassadeur. Donc il y avait une représentation française. On aurait pu imaginer, avec un mandat d'arrêt, évidemment, Vladimir Poutine ne serait pas venu en France, mais peut-être aurions-nous pu trouver une solution pour représenter quand même les soviétiques en commémoration. Lavrov peut venir, il y en a plusieurs qui peuvent venir, et puis il y a un ambassadeur quand même de Russie en France. Enfin bon. Donc non, mais tout ça est... Mais Zelensky, lui, a pu venir, donc. Ouais. Ah bah oui, bien sûr. Oui, non, lui, il peut venir. Bon, on se rappelle, cela dit, que le Canada avait applaudi un ancien officier aussi... Oui. Non, mais si vous voulez, il y a des trous noirs, il y a des... Comment dirais-je, il y a des trous secrets. Enfin, secrets pour ceux qui ne veulent pas regarder, hein, parce que rien n'est secret. Mais il y a vraiment des poches de l'histoire ukrainienne sur lesquelles on fait totalement l'impasse, parce que ça ne correspond pas à l'idée que l'on veut donner à nos populations pour les entraîner vers un acquiescement à la guerre et à des choses extrêmement graves. Ça ne correspond pas à l'image qu'on veut donner de l'Ukraine, démocratique, etc. Tellement l'état de droit, mais n'importe quoi. Je veux dire, alors c'est pas pour ça qu'il ne faut pas l'aider, encore une fois, qu'on me comprenne bien. Je dis pas qu'il faudrait laisser tomber l'Ukraine. Il eût fallu ne pas s'en servir contre la Russie. Il eût fallu ne pas tout faire pour aller vers ce conflit insensé. Voilà. Et maintenant qu'on a bien fait toutes ces âneries, il est urgent de s'arrêter et d'oser, d'avoir l'humilité de dire, il ne s'agit pas forcément de battre sa coulpe bruyamment, mais il s'agit de dire maintenant le niveau de menace, d'escalade et de risque pris par l'Europe tout entière, et par la Russie aussi, et par le monde à vrai dire. Parce que si on s'imagine que l'OTAN peut se mettre en état de faire la guerre à la Russie, parce que l'état actuel de l'interopérabilité de l'OTAN, ça laisse quand même à discuter. Tout ça c'est bien mignon, mais il faudrait voir comment... Voilà, ça va se planifier. C'est la planification. Aussi, la guerre conventionnelle est loin, quoi. Voilà, la guerre est loin. Mais si on s'imagine que la Russie ferait la guerre toute seule face à l'OTAN, on n'a rien compris au Nouveau Monde. Elle ne va pas rester seule. Il faut regarder ce qui se passe autour de nous. Il faut sortir de cette espèce de fixation qu'on a là sur la Russie en s'imaginant que le reste du monde et du Sud collectif, comme on dit, qu'elle agrège chaque jour davantage autour d'elle et de la Chine. Et je ne parle même pas du lien sino-russe qui se renforce considérablement. Là aussi, ça nous agace, on ne veut pas le dire, on dit ah ouais, la Russie va se faire avoir. Mais ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est que le rapport de force a changé, que nous n'en sommes plus du tout les maîtres, que nous sommes tout à fait secondaires dans ce truc, et que plus on se colle avec toutes les illusions possibles et imaginables, et dans des postures de servilité, mais non vues jusqu'ici, à l'Amérique, plus on s'affaiblit en fait. On s'affaiblit géopolitiquement. Voilà. Donc on est dans un espèce de truc, et la seule façon de se sortir de ce double, triple, quadruple piège, c'est d'arrêter les compteurs et de dire maintenant ça suffit, on a bien joué, on a un peu perdu là quand même face à la Russie, il n'y a plus de confiance, donc il faut déjà restaurer la confiance, donc partons. Et moi je pense qu'il faut partir pas du sort de l'Ukraine. Il faut partir de la question des principes qui doivent présider à la sécurité en Europe. Et la Chine, d'ailleurs, c'est ce dont elle parle. Et là aussi, on devrait écouter. C'est pas parce que c'est chinois qu'il ne faut pas les écouter. Il faut les écouter. Voilà. Donc, cette idée de l'indivisibilité, et d'ailleurs, ils sont en train d'étendre ça, de rappeler l'importance de ce principe à l'échelle du monde. L'indivisibilité de la sécurité mondiale.
Tu vas pas juste aller me bouffer tout mon espace pour te sentir en sécurité, alors que moi, je ne me sentirai plus. Parce que forcément, ça déclenche des réactions. C'est pas besoin d'avoir fait de la physique nucléaire pour comprendre ça. Hein. C'est juste, voilà. Mais c'est ce qu'on fait semblant de ne pas comprendre. Il faut, on peut pas dire la Russie va faire ci, la Russie va faire ça, et en même temps faire en sorte qu'on puisse l'attaquer, on lui dézingue son système de radar, enfin, je veux dire, c'est quoi l'idée à la fin ? Vous voyez, c'est une absurdité. Depuis le début de cette crise en Ukraine, on explique souvent sur le plateau de TV Liberté que le seul gagnant sera sans doute les États-Unis. Les États-Unis qui étaient représentés par le président Joe Biden également aux commémorations du 6 juin. Je vous propose qu'on regarde quelques images. Distinguished guests, please welcome the Honorable... Alors on l'a vu, hein, même la réalisation a été un peu surprise du départ prématuré de Joe Biden. On a quand même le sentiment... on ne va pas se moquer de lui parce que sincèrement, ça devient triste. C'est triste. C'est une personne âgée à qui on inflige un rythme qui ne peut plus tenir. Supplice. Et qu'il l'ait mérité ou pas, ça devient indécent. Ah presque. non, mais bien sûr, c'est l'affaiblissement mental, physique. Enfin, non, il y a vraiment pas de quoi rire. Il n'y a vraiment pas de quoi rire. Mais ça donne une image. Ça donne une image terrible et puis surtout, ça impose une question. Depuis quelque temps maintenant, c'est qui gouverne les États-Unis ? Ça, c'est une excellente question. En effet, qui se pose. Parce que force est de constater que ce n'est pas lui. Non, je ne pense pas que ce soit lui. Maintenant, derrière lui, il y a tous les autres démocrates et tous les néocons autour. Tout le système, lui. Vous savez, aux États-Unis, c'est pas le président qui dirige tout seul, même s'il a un certain nombre de pouvoirs. Sauf quand il est d'accord avec l'État profond. Voilà. Là, c'est autre chose. Là, ça peut faire mal. Mais sinon, non, le président... il fait ce qu'il peut, voilà. Il essaie et on l'a vu avec Trump d'ailleurs, dans son premier mandat. Et c'est tout l'enjeu du second d'ailleurs. C'est que si la situation se dégradait en amont d'un retour éventuel de Donald Trump au pouvoir, aurait-il la possibilité, lui, d'arrêter le désastre ? Parce que nous allons vers un désastre, il faut que les gens comprennent. Nous allons vers quelque chose, c'est pas un jeu la guerre. C'est pas un jeu. La Russie ne joue pas. C'est pas on s'amuse, on fait mumuse, on envoie ses petits soldats, ces petits trucs, on fait ça. Vous vous souvenez du sketch des Inconnus, là, voilà, avec les petits bateaux, les petits trucs. On n'est pas dans des états-majors. C'est beaucoup plus concret que ça. Bien sûr. Parce que c'est beaucoup plus vital. Mais c'est pas vital pour l'Europe ou pour l'OTAN. C'est pas vrai. C'est parce que l'Europe et l'OTAN se sont mises en état de se taper frontalement la Russie qui se passe ce qui se passe. Donc il faut arrêter cette espèce de volonté de venir mettre en danger la sécurité d'un État. Je suis désolée, c'est pas être pro-russe que de dire ça, c'est vraiment, ça n'a rien à voir, c'est une observation tellement basique. Mais justement, au regard de la proximité entre l'Europe, proximité et même de l'imbrication entre l'Europe et la Russie, on a le sentiment finalement le danger réel,
il est assez loin pour les États-Unis, en réalité. Alors, est-ce que les États-Unis ont vraiment intérêt, même aujourd'hui, en voyant l'Ukraine dans une position erratique, il faut bien le dire, est-ce que les États-Unis ont intérêt à voir la guerre se terminer? Est-ce qu'il va falloir attendre la présidentielle américaine de novembre prochain? Est-ce qu'il va falloir attendre le retour de Donald Trump, si tant est que Donald Trump revienne? Est-ce que finalement, la guerre larvée pour les États-Unis, c'est pas très grave? Ah, c'est pas grave, c'est une bonne affaire. C'est pas grave, c'est une bonne affaire, ça affaiblit l'Europe, ça la met un peu plus sous tutelle, et d'ailleurs, il faut quand même dire que plus nous parlons d'autonomie en disant « mais si les Américains nous abandonnaient, nous devons être forts », en fait, on fait toujours le jeu américain en faisant ça. Faut pas s'imaginer qu'on va être indépendant. On n'est pas indépendant, on ne sera jamais indépendant. Il faut regarder l'état des armées, des équipements des pays de l'Union européenne pour quand même sortir encore de ce mythe qu'on nous vend sur le thème « l'Europe peut être autonome stratégiquement ». Enfin, n'importe quoi. Si elle était autonome stratégiquement, il y a longtemps qu'elle aurait compris qu'elle est quand même sur le continent eurasiatique et qu'il est urgent qu'elle ne mette pas tous ses œufs dans le même panier, qu'elle soit capable d'avoir une ouverture et un dialogue, y compris stratégique, avec l'autre partie, enfin tout le reste de l'Eurasie, et bien sûr l'Amérique. Bon, donc nous, on n'est pas du tout ça, on est dans une position de totale allégeance, de totale dépendance, de totale servitude. Voilà, mais c'est une servitude consentie, on est content. On a l'impression que notre sécurité, certes, ne sera peut-être plus garantie de la même manière par les Américains parce que Trump a dit qu'il allait enlever des forces s'il revenait en Europe, etc., etc. Mais on a quand même cette idée qu'on fait tous tout ensemble. Et quand on nous demande quelque chose, on le fait. Voilà. Donc après que... on a vu les limites aussi avec les achats d'armes où systématiquement les ententes... Achats américains. Oui, mais bien sûr. Non, mais c'est pour ça. Quand on dit... ce qui est une certitude, c'est que l'OTAN n'est pas mort de mort cérébrale. Et ça, je le dis depuis des années, depuis que le président Macron avait eu cette phrase. En visionnaire, c'est pas comme vrai. d'habitude. C'est pas vrai. L'OTAN, elle va très bien, merci. Bien sûr, il y a des tiraillements, des machins, des trucs, mais... L'OTAN, son idée, c'est de devenir une organisation, en fait, de contrôle, elle l'est d'ailleurs déjà, de contrôle politique, avec une expression militaire, si vous voulez, mais de contrôle politique, et qui est, pour spectre possible d'action et de projection, le monde entier. Je veux dire, on nous en parle jusqu'à Taïwan maintenant. Ouh, très bien. Bon, ok. Donc, en fait, l'OTAN est en train de serrer, au contraire, de vouloir serrer les rangs, et donc l'Amérique est en train de vouloir faire ça, pour pouvoir affronter dans son esprit toujours, l'Eurasie sous domination russo-chinoise, avec l'Organisation de coopération de Shanghai, avec l'Organisation des BRICS élargie, etc., etc. Parce que l'Ouest voit tout ça comme des choses hostiles. Bien sûr. Oui, mais c'est incompréhensible. J'aimerais, en guise de dernière vidéo, de dernier magnéto, regarder un extrait de l'interview de Tucker Carlson. On en avait beaucoup parlé à l'époque de l'interview avec Vladimir Poutine. Là, il interroge Jeffrey Sachs. Ah, ouais. C'est un grand économiste américain qui a, j'allais dire, grenouillé de manière un peu... mais objectivement, dans tout l'État profond américain et occidental. On écoute cet extrait. On a commencé à armer les djihadistes en Syrie, à faire des choses folles en Syrie. Oui, je peux le dire. Les États-Unis décident qu'Assad doit partir. Donc, l'ONU entame un processus diplomatique pour essayer de rétablir la paix, ce qui est le travail de l'ONU. Le travail de l'ONU, c'est pas de mettre en œuvre des changements de régime, c'est de rétablir la paix. Donc l'ONU réussit à réunir toutes les parties pour les amener à accepter la paix, sauf une. Les États-Unis. Donc, l'idée qu'on ne pouvait pas trouver d'accord de paix, qu'on ne pouvait pas mettre d'accord toutes les factions en Syrie, il y a eu un accord conclu. Mais il y a eu un obstacle à l'accord, et cet obstacle, c'est que les États-Unis ont dit dès le premier jour de l'accord qu'Assad devait partir.
Alors c'est quand même une symétrie assez troublante avec l'affaire ukrainienne, puisqu'on se rappelle de ce fameux accord que Boris Johnson a fait échouer au tout début de l'entrée des troupes russes en Ukraine. Donc finalement, on a l'impression qu'il y a une chose que les Américains ne veulent absolument pas, c'est la paix. Mais la paix, ça veut dire que y a la paix. C'est-à-dire, on n'a plus besoin vraiment d'eux. Hein. On n'a plus besoin de. On retombe dans le réel, et le réel, il est plus complexe. Le réel, il ne donne pas dans le. Comment dirais-je. Le manichéisme primaire. Oui, exactement. Le manichéisme qui est tellement opérant pour les États-Unis, parce que ça permet le regroupement, ça permet la coalition, ça permet la dépendance, ça permet l'acceptation de tout un tas de choses. Enfin, quand vous regardez l'Allemagne, quand même, c'est effrayant ce que les Allemands ont accepté, n'est-ce pas ? Et je ne parle pas de nous, bien sûr. Oui, on est... Non, mais de toute façon, les néoconservateurs américains et d'une manière générale, le Parti démocrate, ils ont besoin de la guerre. La guerre, c'est la guerre permanente. Il faut une guerre permanente. Il faut toujours avoir cet ennemi, ce combat, cette volonté d'aller porter des valeurs, etc. Alors que c'est infiniment plus prosaïque. C'est généralement de contrôler des régimes, de changer, effectivement, de faire du régime change, de contrôler des axes énergétiques, de contrôler des axes économiques, enfin, des choses... qui ont quand même très peu de choses à voir avec l'évolution, les droits de l'homme. Il n'y a qu'à regarder l'Afghanistan, si on veut un bon exemple. Hein. C'est bien mignon. 20 ans de présence américaine pour soi-disant, au départ, faire partir les talibans et 25 ans plus tard, discuter avec eux, leur filer des armes et de l'argent. Je veux dire... Bon, voilà, là on a un exemple, j'allais dire, flamboyant du double standard permanent. Pur, mais pur. Il y a un exemple aussi, et c'est avec celui-ci que j'aimerais que nous concluions. On se rappelle de l'Irak. Les Américains ont contraint les Irakiens à faire des élections, alors même qu'ils avaient envahi le pays, avec un nombre de morts civiles absolument incroyable, d'ailleurs desquels Madeleine Albright disait qu'il fallait bien en passer par là. Aujourd'hui, on sait que depuis le 20 mai dernier, Volodymyr Zelensky n'est plus vraiment président, puisque son mandat présidentiel est terminé. Il n'a pas convoqué de nouvelles élections, il les a même annulées. Personne n'a trouvé quoi que ce soit à redire. Est-ce que ça aussi, c'est pas ce qui contribue à décrédibiliser l'Occident, y compris sur le continent africain d'ailleurs, c'est ce double standard, cette double lecture systématique sur tous les sujets? Mais absolument. Et celui qui en a parlé récemment, mais c'était à propos de la CPI, c'est Josep Borrell, notre représentant pour les affaires étrangères européen. Le Stéphane Séjourné européen. Ouais, mais en mieux. Il parle mieux. Enfin, ouais. Bon, il parle pas français. Et... enfin, comme ça leur fait un point commun. Vous êtes dur, vous avez un dent dur. Et donc, Josep Borrell a dit que le double standard, c'était précisément la chose qui nous décrédibilisait et qu'on ne pouvait pas trouver que la CPI avait bien agi avec Poutine et trouver qu'elle avait mal agi avec Netanyahou. Voilà. Alors qu'en plus, les accusations qui sont portées dans les deux cas n'ont rien à voir. Poutine, c'est l'affaire des enfants ukrainiens qu'il a virés du front au départ. Enfin, je veux dire, c'est dérisoire par rapport à ce dont est accusé. Oui, il s'est transformé en trafic d'enfants, je crois. Voilà, c'est du trafic d'enfants. Il a fait du trafic d'enfants, très bien. S'il les avait laissés sur la ligne de front, on l'aurait accusé de permettre leur mort. Toujours moins pire que le trafic d'organes, comme accusation. C'est vrai. D'autres pratiquent le trafic d'organes, c'est vrai. Donc oui, bien sûr, le double standard nous a tué l'Occident, bien sûr. Et aujourd'hui, où tout se sait, tout se voit, tout se partage, tout va très vite, on ne peut plus mentir comme ça, les yeux dans les yeux, le botox dans le front, comme disait l'autre, et dire des énormités sans être démenti. On est démenti dans l'heure. On est démenti par des millions de gens qui se balancent des infos, etc. Donc, le double standard c'est plus seulement douloureux, c'est mortel pour nous.
C'est mortel. Et c'est pour ça qu'à mon avis, l'un des grands sujets de réflexion et où nous pourrions essayer de retrouver un peu de superbe, c'est de précisément commencer à avoir un discours honnête sur la question des valeurs et de la cohérence avec nos valeurs. Déjà, il faudrait les définir un peu sérieusement. Ensuite, il faudrait essayer de ne pas trop les transgresser en interne. Et puis, troisièmement, il faudrait montrer quelles sont ces valeurs occidentales que l'on veut vraiment promouvoir et quelles sont aussi les valeurs des autres qui sont mises en avant. Et est-ce que tout ça ne pourrait pas faire le socle bon, vous allez dire que je suis... idéaliste. Idéaliste, mais un socle nouveau de légitimité internationale qui permette une coexistence. Parce que sinon, on va sans arrêt aller au choc. Et je ne suis pas certaine que nous soyons en position de force dans ce choc frontal et global. Voilà. Donc, on ferait mieux de commencer à réfléchir et j'allais dire à vider nos propres abcès d'inconséquence, d'incohérence, on raconte n'importe quoi. Enfin, voilà, et ça se voit. Regardez les régimes change, regardez le Moyen-Orient, oui, vous avez rappelé Madeleine Albright, etc. Enfin, comment c'est possible d'expliquer qu'on est une nation indispensable, nation exceptionnelle, etc., que on veut la paix, la liberté, et en fait, concrètement, dans les projections de puissance qui sont faites, en fait, il n'y a que la zizanie, la mort, la destruction. Elle est où la démocratie ? Il est où le développement humain ? Il est où le progrès ? Bon. On nous dit l'Europe, c'est la paix, c'est peut-être pas vrai, mais l'Occident, c'est pas la paix non plus. Non, absolument pas. Et l'Europe, si elle veut continue à prétendre que l'Europe c'est la paix, n'est-ce pas ? Il serait bon qu'elle sorte de ces postures complètement bellicistes, guerrières, qui vont lui retomber sur le nez, mais comme le reste. Et suivistes, bien sûr. Donc voilà, on a beaucoup à faire, mais je pense que le trigger de départ, ce serait un tout petit peu d'honnêteté intellectuelle et morale. Ce serait bien. Merci beaucoup Caroline Galacteros d'être venue jusqu'à nous pour ce nouveau décryptage. Je vous rappelle à tous, chers téléspectateurs, que vous pouvez retrouver chaque semaine Caroline Galacteros sur sa chaîne YouTube. Ça s'appelle Paix et Guerre. J'espère que cette émission vous a plu, j'espère que vous l'avez commentée, que vous m'avez fait des suggestions aussi pour les prochains numéros. J'espère aussi que vous avez cliqué sur le fameux pouce en l'air parce que c'est stupide, mais ça améliore le référencement, donc il faut s'adapter. Je vous remercie en tout cas d'avoir été au rendez-vous et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. En attendant, portez-vous bien.